Il y a des hommes qui ne cèdent jamais, même quand la vie leur retire tout, même quand la douleur s'installe comme une seconde peau. Alain Delon a toujours reconnu cette espèce-là. Pas forcément les plus aimables, pas toujours les plus faciles, mais ceux dont l'orgueil n'est pas un caprice, plutôt une armure. Et quand il prononce aujourd'hui le nom de Johnny Hallyday, à 88 ans, ce n'est pas pour ajouter une phrase polie à un hommage de plus. C'est pour saluer une fierté qu'il comprend intimement. Une fierté indomptable, presque dangereuse, qui a porté Johnny aussi haut qu'elle l'a brûlé. Car Johnny n'était pas seulement une voix ou un mythe populaire, il était une force. Un homme qui a appris tôt à avancer sans demander la permission, à se construire dans le manque, à se battre pour exister, à transformer l'abandon en moteur. « Je veux vivre pour le meilleur », chantait-il. Mais derrière la chanson, il y avait une ligne de conduite. Ne jamais plier devant le regard des autres. Ne jamais se laisser réduire. Johnny pouvait être fragile, oui, mais jamais soumis. Alain Delon, lui, n'a jamais été du genre à s'émouvoir publiquement. Il connaît la pudeur des grands orgueils. Il sait ce que coûte la légende. Il sait la solitude qu'elle fabrique. Et surtout, il sait ce que signifie tenir. Tenir quand le corps lâche, quand la presse s'acharne, quand la vie vous rappelle que vous n'êtes pas éternel. Alors pourquoi maintenant cette parole? Pourquoi ce besoin de dire, de rendre hommage, de nommer cette fierté indomptable, comme s'il s'agissait d'une vérité à fixer avant qu'elle ne se perde? Parce que le temps se resserre, parce que Delon, à cet âge où l'on ne triche plus, regarde derrière lui avec une lucidité sans décor, parce qu'il sait que certains hommes, une fois disparus, sont réécrits, simplifiés, adoucis. On fait de Johnny un monument consensuel, un héros de foule, une silhouette de scène. Mais on oublie ce qui faisait sa puissance réelle, cette résistance intérieure, cette manière de dire non même à lui-même. Delon ne veut pas qu'on oublie cela. Il ne veut pas qu'on transforme Johnny en simple souvenir confortable. Et puis il y a une autre raison, plus intime, plus silencieuse. Delon ne parle pas seulement de Johnny. Il parle aussi de ce que cette fierté représente pour lui. D'un code, d'une génération, d'une époque où l'on se relevait sans mode d'emploi, où l'on payait tout de sa personne, où l'on ne demandait pas pardon d'être excessif. Il allait jusqu'au bout, disait-on souvent de Johnny. Delon, lui, sait reconnaître ceux qui vont jusqu'au bout, parce qu'il a vécu sous la même loi. Mais au fond, que s'est-il vraiment passé entre eux? Que se sont-ils dit dans l'ombre des projecteurs, loin des foules et des chansons? Qu'est-ce que Delon a vu chez Johnny pour employer ce mot-là, indomptable, comme une clé qui ouvre tout le reste? Alors une question demeure. De quelle rencontre parle-t-on exactement? Quel moment précis a scellé ce respect? Et si Delon choisit aujourd'hui de rendre hommage, est-ce seulement pour célébrer Johnny ou pour confier enfin quelque chose qu'ils n'avaient jamais formulé jusque-là? Ils ne se sont pas rencontrés comme on raconte une première fois romantique, avec une date gravée et une anecdote parfaite. Entre Alain Delon et Johnny Hallyday, il y a d'abord eu cette reconnaissance immédiate qui passe par le regard, une sorte de radar intérieur. Delon, à cette époque, est déjà plus qu'un acteur. Il est un symbole, un visage devenu territoire. Johnny, lui, n'est pas encore ce monument immuable qu'on célébrera plus tard. Il est une urgence, une énergie brute, un garçon qui avance trop vite, trop fort, comme s'il avait peur que la porte se referme. Ce qui frappe Delon dès les premiers échanges, ce n'est pas la célébrité de Johnny, elle est déjà là bien sûr. C'est autre chose, une tension, une manière de se tenir légèrement sur la défensive, comme quelqu'un qui a appris tôt qu'il fallait se protéger. Johnny parle beaucoup, puis se referme. Il rit, puis devient sérieux sans prévenir. Il écoute surtout. Et Delon, qui a vu défiler tant de gens aimables, tant de conquérants de salon, repère immédiatement ce détail. Johnny ne joue pas à être quelqu'un. Il est quelqu'un, en permanence, même quand cela le rend maladroit. Dans ces années-là, les mondes se croisent sans forcément se mélanger. Le cinéma, la chanson, les nuits parisiennes, les restaurants où l'on ne vient pas seulement dîner, mais exister. On se retrouve après, quand les horaires deviennent flous. Les entourages se saluent, les regards s'évaluent. Et au milieu de ce théâtre social, Delon et Johnny ont ce point commun rare. Ils n'aiment pas être pris au piège des mondanités. Ils viennent d'ailleurs.
Ils portent en eux une histoire moins brillante que leur silhouette. Delon a grandi avec le sentiment qu'il faut se faire soi-même. Johnny, lui, porte l'abandon comme une cicatrice. Cette fraternité-là n'a pas besoin d'être prononcée. Elle se sent. Et quand Delon raconte aujourd'hui à demi-mot qu'il rend hommage à la fierté indomptable de Johnny, on comprend qu'il ne parle pas d'un trait de caractère abstrait. Il parle de cette force qui se construit dans le manque, refuser d'être humilié par la vie. Il y a, lors de leur premier face-à-face, une forme d'observation mutuelle. Johnny admire Delon, évidemment comme on admire une figure déjà installée, une légende vivante, un homme dont la présence impose le silence. Mais Delon n'est pas dupe de l'admiration. Il sait qu'elle peut être superficielle. Chez Johnny, il sent autre chose. Une aspiration à tenir son rang, à ne pas rester le chanteur populaire qu'on invite pour l'ambiance. Johnny veut être respecté. Et pas seulement pour sa voix, pour sa stature, pour son courage, pour sa capacité à encaisser. C'est là que la relation prend une couleur particulière. Delon n'est pas un homme qui donne facilement sa confiance. Johnny non plus. Pourtant, quelque chose se noue, un respect fait de distance. Ils ne se ressemblent pas dans la manière de parler, ni dans la façon d'aimer. Ils se ressemblent dans la façon de se défendre. Et cette défense, paradoxalement, devient un langage commun. On raconte souvent Johnny comme un homme de clan, de fidélité, d'amitié solide et parfois explosive. Delon, lui, a toujours cultivé des cercles plus serrés, plus secrets. Quand ils se retrouvent, ce n'est pas forcément pour s'épancher. C'est parfois un échange court, un compliment sec, une remarque sur le travail, une phrase qui chez eux vaut poignée de main. Delon observe l'homme derrière les chansons, l'enfant blessé qui a juré de ne plus jamais être petit. Et Johnny, de son côté, repère chez Delon la même loi intérieure, celle qui interdit de se montrer faible, même quand on l'est, même quand on a peur, même quand le monde vous regarde tomber. Cette loi, c'est la fierté. Une fierté qui peut rendre dure, parfois injuste, souvent solitaire, mais une fierté qui tient debout. Alors la question se pose, quand Delon dit « je rends hommage », de quel instant parle-t-il vraiment? Peut-être de cette première impression, cette certitude silencieuse qu'il avait en face de lui un homme qui ne plierait pas. Peut-être d'une scène précise, plus tard, où Johnny a choisi de ne pas se plaindre, de ne pas demander grâce, de continuer malgré tout. Delon n'a jamais aimé les discours. Il préfère les preuves. Et voilà pourquoi maintenant il parle. Parce qu'il sait que, dans la mémoire collective, on retient la voix, les tubes, les stades. On oublie l'homme. Et Delon, à 88 ans, veut fixer ce souvenir-là. Johnny n'était pas seulement aimé, il était debout. Il y a eu un moment, en France, où Johnny Hallyday n'était plus seulement un chanteur, il était un thermomètre national. Un soir, il remplissait un stade. Le lendemain, il faisait vendre des journaux. Et entre les deux, il imposait une idée presque archaïque du mot star, celle qui passe par le corps, par l'endurance, par l'excès assumé. Dans ces années de gloire, la réussite de Johnny n'était pas une simple ascension, c'était une occupation du territoire. Et Delon regardait cela avec une forme d'attention particulière, presque fraternelle, parce qu'il connaissait la même loi. Quand vous devenez un symbole, vous ne vous appartenez plus. Alain Delon, lui, traverse son propre sommet avec une intensité comparable. Le cinéma français puis international le traite comme une évidence. Il est celui qu'on filme comme on photographie une statue, pour la puissance, pour la beauté, pour la menace calme qu'il porte dans le regard. Les rôles s'enchaînent, les réalisateurs s'arrachent sa présence, et la presse nourrit le personnage comme un feu. Delon incarne une certaine idée de la virilité française, tout comme Johnny incarne la passion populaire. Deux mythologies, deux publics, deux mondes, et pourtant une même mécanique. L'idole doit tenir. Ce qui rapproche leurs années de gloire, c'est la vitesse. L'époque ne laisse pas respirer. On tourne, on enregistre, on voyage, on se montre. Les agendas se remplissent comme des batailles. Johnny vit sur scène, souvent plus qu'il ne vit chez lui. Il a cette phrase qu'on lui prête, répétée comme un aveu. La scène, c'est là où il se sent le plus vivant. Et c'est aussi là où il se protège, parce que, face à la foule, il n'a pas besoin d'expliquer son silence. Il chante, il rugit, il transforme son vertige en puissance. Delon, de son côté, sait que le cinéma demande une autre discipline, la répétition, le contrôle, la précision. Mais la gloire, elle, fonctionne pareil. Elle vous dévore par les côtés. Elle exige une image constante.
Elle ne tolère pas l'hésitation. Et surtout, elle installe une pression invisible, être à la hauteur de ce que les autres projettent sur vous. Dans ces années-là, Johnny et Delon se croisent comme deux astres qui comprennent la violence de leur orbite. Ils ne sont pas forcément des amis de tous les jours. Ce n'est pas ce que Delon suggère. C'est plutôt un respect entre hommes de même espèce, ceux qui ne peuvent pas se permettre de s'effondrer en public. Ils se reconnaissent dans cette façon de répondre aux coups. Johnny se bat contre le risque de redevenir personne. Delon se bat contre l'usure, contre la caricature, contre l'enfermement dans son propre mythe. La presse, évidemment, adore cette matière. Les comparaisons, les légendes, les anecdotes. On les veut frères, rivaux, compagnons de nuit. On veut des phrases tranchées, des déclarations. Mais la vérité est plus subtile. Ce sont deux hommes qui avancent avec la même exigence. Johnny tient sa place comme on tient un ring. Delon tient la sienne comme on tient un rôle. Jusqu'au bout, sans trembler. Et puis il y a le public, ce troisième personnage, le plus exigeant. Le public de Johnny, immense, populaire, fidèle, attend qu'il brûle, qu'il donne tout, qu'il souffre presque pour eux. Johnny a compris cela très tôt. Sa force, c'est sa capacité à se livrer sans se plaindre, même quand il vacille, même quand la fatigue s'accroche. Il ne veut pas qu'on voie l'homme en dessous, il veut qu'on voie la flamme. Delon comprend parfaitement ce mécanisme, parce que, lui aussi, a vécu le même piège. Quand on devient une icône, on ne peut plus être banal. On n'a plus le droit d'être fatigué, fragile, contradictoire. On doit être Delon, on doit être Johnny. Et c'est précisément là que naît cette fierté indomptable dont Delon parlera plus tard. La capacité à continuer malgré l'érosion. Mais ces années de gloire portent déjà en elles une promesse sombre. Parce que la gloire chez ces hommes-là n'est jamais douce. Elle est intense, lumineuse, mais elle laisse des traces. Elle fabrique des dépendances au public, à l'adrénaline, au regard. Et, derrière les grands soirs, derrière les succès, il y a souvent une solitude que l'on ne dit pas. Delon, aujourd'hui, semble regarder cette période comme on regarde une vague, magnifique mais dangereuse. Et il sait qu'à force de tenir, un jour, quelque chose finit par craquer. Chez Johnny, ce craquement n'est pas venu d'un seul événement. Il s'est installé lentement, comme une fissure sous la peinture. On croit toujours que la légende est un bloc, qu'elle ne se fissure pas, qu'elle reste solide, brillante, cohérente. Mais chez Johnny Hallyday, comme chez Alain Delon, la force a souvent eu un prix, celui de l'usure intérieure, lente, silencieuse, presque invisible pour ceux qui applaudissent. Les fissures ne sont pas arrivées avec fracas. Elles sont venues comme viennent les doutes chez les hommes fiers, par petites failles, par irritations accumulées, par fatigue qu'on refuse de nommer. Mais alors, qu'est-ce qui se casse quand un homme a juré de ne jamais plier? Ce n'est pas seulement le corps, ce n'est pas seulement l'humeur, c'est l'équilibre entre l'image et la vérité. Johnny, à mesure que les années avancent, devient encore plus Johnny, plus grand, plus spectaculaire, plus exigeant. Pourtant, derrière l'ampleur des shows, il y a des tensions qui se répètent, les attentes du public, la pression de l'entourage, les décisions à prendre vite, la peur de ralentir. Parce qu'un ralentissement, dans son esprit, ressemble à une défaite. Delon, lui, observe cela avec une lucidité presque cruelle. Il connaît le mécanisme. La gloire n'aime pas les pauses. Elle vous pousse à continuer, même quand tout vous dit d'arrêter. Ce soir-là, il y a peut-être une discussion, une phrase échangée, un instant où l'on sent que l'homme n'a plus la même souplesse qu'avant. Pas une faiblesse, non, une raideur, une manière de se fermer davantage. Delon reconnaît ce signe. Quand on se raidit, c'est qu'on se protège. Et quand on se protège trop, on finit par s'isoler. Les fissures chez Johnny se logent d'abord dans ce qui faisait sa puissance, l'excès, l'énergie qui brûle, la vitesse qui empêche de penser, l'entourage qui parfois protège autant qu'il enferme. Et puis, il y a la vie personnelle, ce territoire où la star ne peut pas toujours gagner. Les relations, les séparations, les retours. La famille, les blessures anciennes qui remontent au moment où l'on se croit enfin arrivé. Johnny a toujours porté cette contradiction. Vouloir l'amour absolu, mais refuser qu'on le voie vulnérable. Vouloir être aimé, mais ne pas tolérer l'humiliation. Or, l'intimité, par définition, expose. Mais alors, comment un homme comme lui traverse-t-il les moments où l'image se brouille? Il serre les dents, il repart. Il reprend la route, les concerts, les tournées. Il met du volume sur le silence. Pourtant, ceux qui l'ont côtoyé racontent souvent la même chose,
Johnny pouvait être d'une tendresse désarmante, puis, soudain, devenir lointain, abrupt, presque froid. Comme si la moindre fissure intérieure risquait d'ouvrir une brèche trop grande. Alors il fermait la porte, il se durcissait. La fierté, encore. Delon comprend cela, parce qu'il a lui-même vécu avec une réputation d'homme tranchant, parfois impénétrable. On le dit dur, on le dit orgueilleux. Il ne dément pas, mais il sait que derrière ces mots, il y a souvent un mécanisme de survie. Chez Johnny, la fierté était une force de propulsion. Elle devient aussi parfois un obstacle, une rigidité, une exigence envers lui-même qui frôle l'autopunition. Ce soir-là, il suffit d'un détail, une remarque mal prise, une décision de production, un article de presse, une critique, une trahison supposée. Et l'homme s'enferme dans son code, ne pas montrer qu'on a été touché, ne pas reconnaître l'atteinte, répondre par l'action, par la distance, par la colère parfois. Johnny pouvait pardonner, mais rarement rapidement. Il avait besoin de sentir qu'il restait maître. Et quand il ne se sentait pas maître, il souffrait. Dans cette période, les fissures se voient aussi dans la manière dont la France commence à le regarder. L'amour est là, immense, mais plus complexe. On scrute, on commente, on juge, on veut des comptes. Johnny, lui, n'a jamais aimé rendre des comptes. Il a construit sa vie contre l'idée d'être contrôlé. Et c'est là une ironie. L'homme qui refuse la domination se retrouve observé, analysé, enfermé dans sa propre image. Delon, qui a affronté la même machine médiatique, sait qu'à un certain stade, on ne peut plus corriger sa légende. Elle vous précède, elle vous rattrape, elle vous déforme. Et alors, la star se débat. Parfois en se réfugiant dans le travail, parfois en s'entourant de murs, parfois en provoquant, juste pour prouver qu'elle existe encore selon ses propres règles. Mais alors, où mène cette accumulation de fissures? À un moment de rupture, à un épisode où la vie ne demande plus la vie du mythe, une crise, un choc, un événement qui oblige à regarder en face ce qu'on évitait. Et chez Johnny, ce moment n'a pas seulement une dimension publique. Il touche à l'essentiel, à la chair, à la peur, à la finitude. Il y a un instant, dans la vie d'une idole, où le mythe cesse d'être un bouclier, où la célébrité n'empêche plus la peur, où le corps, brutalement, rappelle sa loi. Johnny Hallyday a longtemps vécu comme si la volonté pouvait tout, tenir, reprendre, recommencer, effacer les failles avec du bruit, du travail, de la scène. Mais un jour, la vie impose une rupture qui ne se négocie pas. Et face à cette rupture, la fierté devient un combat intérieur. Comment rester debout quand l'épreuve vous oblige à reconnaître votre fragilité? Ce qui rend la crise de Johnny si particulière, c'est qu'elle se joue sur deux scènes à la fois. La scène publique, d'abord, celle où l'on observe la star, où l'on interprète chaque absence, chaque rumeur, chaque apparition comme un signe. Et la scène privée, ensuite, celle où l'homme, enfin, n'a plus de projecteur pour masquer ce qui tremble. Entre les deux, il y a le silence. Un silence lourd, tenu, presque stratégique. Parce que Johnny n'a jamais aimé qu'on le plaigne. Il pouvait accepter l'amour, oui, mais la compassion, la pitié, jamais. Chez lui, cela ressemblait trop à une défaite. Mais alors, comment vit-on une crise quand on s'est construit sur l'idée de ne jamais céder? On continue, on serre les dents, on minimise, on annonce, on rassure, on promet, on parle de retour, de projet, de tournée. Johnny, même au moment où tout se fragilise, reste dans le mouvement. Comme si l'arrêt était plus dangereux que la maladie elle-même. Comme si la pause laissait entrer la peur. Et la peur, pour un homme comme lui, est une ennemie intime. Pourtant, la crise n'est pas seulement médicale, elle est identitaire. Johnny, c'est l'endurance, l'excès, la présence physique. C'est un homme qui, sur scène, donne l'impression de commander à son propre destin. Quand le corps vacille, c'est la définition même du personnage qui est menacée. Alors il se bat, pas seulement pour guérir, pour rester Johnny. Et cette bataille, bien souvent, se fait sans mots. Ce soir-là, on imagine ces instants où la fatigue gagne, où la douleur s'impose, où l'entourage se tait pour ne pas effrayer. La star, elle, perçoit tout. Elle sait que quelque chose change. Elle sent les regards, les précautions, les phrases plus lentes. Et à ce moment précis, la fierté peut devenir un piège. Refuser d'admettre la gravité, refuser de demander de l'aide, refuser de dire « j'ai peur ».
Johnny, dans sa logique, préfère encore se taire que de se montrer diminué. Alain Delon comprend ce silence. Il le connaît par instinct. Il sait que certains hommes ne se confient pas parce qu'ils ont appris que se confier, c'est donner prise. Et Delon, lui-même, n'a jamais aimé donner prise. Alors, lorsque Delon rend hommage aujourd'hui, ce n'est pas une émotion facile. C'est une reconnaissance de ce code viril et cruel. Tenir, coûte que coûte. Mais alors, qu'est-ce qui, dans la crise, est réellement une rupture ? Ce n'est pas seulement le diagnostic ou l'épreuve clinique. C'est le moment où l'homme réalise que sa fierté ne suffira pas à tout contrôler, que la vie ne se dompte pas comme un public, que la mort, elle, ne se négocie pas. Et Johnny, face à cela, réagit comme il a toujours réagi face aux forces qui le dépassent. Il les affronte, il avance. Il continue de projeter une promesse de retour, non pas pour rassurer la France, mais pour se rassurer lui-même. Pourtant, cette période est aussi celle des tensions, des décisions, des discussions difficiles. Quand un corps s'affaiblit, l'entourage s'organise, les priorités changent, les intérêts se croisent, les vieux conflits ressurgissent, parfois comme des ombres. On parle de gestion, d'image, de planning, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut taire. Et Johnny, qui a toujours voulu rester maître, peut se heurter à une réalité brutale. On le protège, donc on le contrôle un peu. Et cela, pour lui, est insupportable. Ce soir-là, la crise devient aussi une crise de confiance. Qui décide ? Qui parle ? Qui sait ? Qui exagère ? Qui minimise ? Dans cet entre-deux, Johnny se retrouve face à un sentiment qu'il déteste, ne plus être totalement souverain. Alors il compense, par la volonté, par la dureté, par l'orgueil, et parfois par une forme de solitude volontaire. Si je ne dis rien, personne ne peut me réduire. Et puis il y a la dimension la plus tragique, le temps. Le temps qui se rétrécit sans prévenir, le temps qui oblige à regarder les choses autrement. Johnny, dans cette période, ne peut plus seulement être une machine à spectacle. Il devient un homme face à sa propre histoire. Et ce basculement, même s'il reste discret, transforme tout. La façon d'aimer, la façon de se souvenir, la façon de se préparer. La rupture, donc, n'est pas un moment spectaculaire. C'est une fracture intime. Et c'est précisément après cette fracture que se joue l'après. La vie après la tempête, quand il faut continuer à vivre dans un monde qui n'est plus exactement le même. Après une crise, il ne reste pas seulement des cicatrices. Il reste une nouvelle manière de respirer, une nouvelle façon d'entrer dans une pièce, une vigilance permanente, même quand on sourit. Et pour Johnny Hallyday, après la tempête n'a jamais signifié la paix. Cela a signifié l'ajustement, apprendre à avancer autrement, sans jamais donner l'impression qu'on a ralenti. Parce que chez lui, l'idée même de ralentir ressemblait à une capitulation. Mais alors, que devient une fierté indomptable quand elle a été confrontée à la limite ? Elle ne disparaît pas, elle se déplace. Johnny, dans cette période, continue d'exister sous le regard du public, mais avec une conscience plus aiguë de l'ombre qui l'accompagne. On le voit, parfois, plus discret. Pourtant, dès qu'il parle de scène, sa voix retrouve cette détermination presque enfantine. Je remonte. Je continue, je suis là. Ce ne sont pas seulement des déclarations, ce sont des serments, comme s'il devait se prouver chaque jour qu'il n'a pas été brisé. Cette vie après se joue aussi dans les détails du quotidien que la star n'a jamais vraiment su habiter. Johnny a toujours été un homme d'instant, d'intensité, de départ. Après la tempête, il est contraint de composer, avec la fatigue, avec les rendez-vous médicaux, avec les précautions. Et cette contrainte est une violence silencieuse. Ce soir-là, on imagine l'homme qui accepte, mais qui n'accepte pas tout à fait, qui écoute, mais qui n'obéit pas toujours, qui veut rester maître de son corps, même quand ce corps lui impose des règles. Dans ces années, le public lit tout. Une photo, un geste, une phrase. La France qu'il a portée au rang de symbole scrute la moindre variation. Johnny, lui, refuse d'être réduit à une histoire de santé. Il veut rester une histoire de feu. Alors il travaille, il planifie. Il parle de tourner comme d'une reconquête. Et on comprend. La scène n'est pas seulement son métier, c'est son territoire de souveraineté. Là, au moins, il décide encore. Delon, de loin ou de près, reconnaît ce type de reconquête. Lui aussi a vécu l'après, cette période où l'on vous observe comme si vous étiez une ombre de vous-même. Il sait ce que cela déclenche, une colère froide parfois, un besoin de prouver. Mais alors, prouver à qui ? Au public ? Aux proches ? À soi ?
probablement aux 3. Il y a, dans l'après la tempête, une question que Johnny ne formule presque jamais, mais que son attitude trahit. Qu'est-ce qu'un homme vaut quand il ne peut plus tout donner, quand il doit compter son énergie, quand on lui dit non pour son bien? La fierté indomptable dans ce contexte devient une négociation permanente entre le désir et la prudence. Et Johnny, on le sait, n'a jamais aimé la prudence. Pourtant, c'est aussi une période où des paroles existent, comme des éclats de vérité. Johnny, dans certaines interviews, laisse filtrer une forme de lucidité, l'importance de la famille, la conscience du temps, l'idée que l'on ne maîtrise pas tout. Il ne s'étend pas, il ne se met pas à nu. Mais il dit parfois, à sa manière, que l'essentiel a changé. Et ces phrases, même brèves, ont une valeur rare, parce qu'elles viennent d'un homme qui a toujours préféré chanter plutôt qu'expliquer. « Je n'ai pas envie de m'arrêter », répète-t-il souvent en substance, comme une ligne de vie. Et dans cette obstination, le public entend du courage. Certains y voient de l'entêtement. Delon, lui, y voit une fidélité à soi-même, une fidélité coûteuse parfois, mais totale. L'après la tempête, c'est aussi la reconfiguration des liens, ceux qui restent, ceux qui s'éloignent, ceux qui se rapprochent. Dans l'entourage de Johnny, les tensions ne disparaissent pas d'un coup, au contraire. Quand l'homme est fragilisé, les intérêts, les peurs, les loyautés prennent une autre intensité. Et Johnny, fidèle à son caractère, garde une part de secret. Il ne livre pas tout. Il protège ce qui lui reste de contrôle, son silence. Ce silence, pourtant, n'est pas vide. Il contient de la fatigue. Il contient des regrets qu'il n'avoue pas. Il contient aussi une forme de tendresse tardive. Car après la tempête, on regarde autrement. On mesure, on compare. Et l'on comprend parfois, trop tard, ce qu'on a laissé abîmer. Delon, en parlant aujourd'hui d'hommage, semble justement vouloir capter cette période-là. Non pas l'éclat du triomphe, mais la dignité de l'après. La manière dont Johnny, même diminué, a continué à refuser le rôle de victime, a continué à se tenir droit, comme si l'idée même de plier était une trahison de son histoire. Mais alors, qu'est-ce qui, au cœur de cet après, n'a jamais été dit? Qu'est-ce que Johnny a gardé pour lui, jusqu'au bout? Et pourquoi, maintenant, Delon choisit-il de rappeler cette fierté indomptable comme si elle cachait un dernier secret? Il arrive un âge où l'on ne parle plus pour briller, on parle pour déposer, pour laisser une trace exacte avant que les autres n'écrivent à votre place. À 88 ans, Alain Delon sait que le temps n'est plus un décor, c'est une contrainte. Et s'il choisit aujourd'hui de rendre hommage à Johnny Hallyday, ce n'est pas seulement un geste d'affection, c'est un acte de vérité, une révélation au sens calme du terme, dire enfin ce qu'il a compris de Johnny et ce que Johnny, au fond, n'a jamais voulu dire de lui-même. Mais alors, quelle est cette vérité qui mérite d'être prononcée maintenant? Delon ne fait pas le portrait du chanteur. Il ne s'attarde pas sur les succès, les records, les tubes. Il vise un point précis, la fierté. Et dans sa bouche, ce mot n'a rien de décoratif. La fierté, chez Johnny, n'était pas un trait de caractère sympathique ou irritant. C'était une structure, un pilier, une façon de rester debout quand tout, depuis l'enfance, aurait pu le pousser à se sentir de trop. Delon, dans sa parole tardive, laisse entendre que Johnny a vécu avec une peur qu'il n'avouerait jamais, la peur de redevenir le petit garçon abandonné. Johnny pouvait remplir des stades, être adoré, applaudi, appelé monstre sacré. Et pourtant, il suffisait d'un doute, d'un regard, d'une remarque pour réveiller la vieille blessure. Alors il compensait, il gonflait l'armure, il montait le volume, il avançait plus fort. Indomptable, cela veut dire « je ne laisserai personne me ramener à ce que j'ai été ». Ce soir-là, Delon explique ou suggère que Johnny ne supportait pas l'idée d'être plein, qu'il préférait qu'on l'admire, qu'on le critique même, plutôt qu'on le regarde avec cette douceur condescendante qui ressemble à une victoire de l'autre. Johnny, dans la crise, dans l'après, dans les derniers combats, ne voulait pas être le malade, il voulait rester le combattant. Et c'est là que se situe la révélation. Ce n'était pas seulement du courage, c'était un besoin vital de garder la main sur sa propre narration. Pourtant, Delon ne rend pas Johnny plus beau qu'il n'était. Il n'en fait pas un saint. Il souligne aussi ce que cette fierté coûtait. Les colères, les silences, les ruptures, les décisions radicales. La fierté indomptable peut protéger, mais elle peut aussi casser. Elle empêche parfois de demander pardon. Elle empêche de dire « je t'aime » simplement. Elle fait de l'homme une forteresse,
et une forteresse, par définition, est seule. Et c'est ici que Delon brise le silence, à sa manière. Il laisse comprendre que Johnny a souvent vécu dans une solitude profonde, même entouré. Pas une solitude mondaine, pas celle des hôtels et des tournées. Une solitude plus grave, celle de l'homme qui ne sait pas déposer son fardeau, parce qu'il croit que le déposer, c'est se trahir. Delon le dit sans pathos, avec la sécheresse d'un homme qui reconnaît un frère de guerre. Il ne plaint pas, il constate. Mais alors, qu'est-ce que Johnny n'a jamais dit et que Delon révèle par cet hommage ? Peut-être ceci. Johnny se battait moins contre le temps que contre l'idée d'être diminué. Il ne craignait pas seulement la faim, il craignait l'humiliation de la faim, la défaite visible, la dépendance, la perte de souveraineté. Et pour un homme façonné par le manque, par la nécessité de se construire seul, perdre la main, c'était retourner à l'abandon. Ce soir-là, Delon pourrait rappeler un détail, une phrase, un comportement. Johnny qui refuse qu'on l'aide à monter une marche. Johnny qui insiste pour arriver debout, même fatigué. Johnny qui, au lieu de parler de sa peur, parle d'un prochain projet. Delon reconnaît ce réflexe, et c'est là la révélation la plus forte. La fierté n'était pas un plus de Johnny, c'était son système de survie. Pourtant, il y a aussi dans cette parole de Delon un hommage plus personnel, presque miroir. En parlant de Johnny, Delon parle d'une génération d'hommes qui ont appris à ne pas se raconter, à être forts par omission, à cacher l'effondrement derrière l'action. Et aujourd'hui, à 88 ans, Delon accepte de dire que cette force-là mérite d'être reconnue, pas glorifiée aveuglément, mais comprise. Parce qu'elle dit quelque chose de la France d'hier, de la culture du tenir et du prix que cela coûte. Il y a enfin une phrase implicite qui traverse tout. Johnny n'a pas été vaincu, même si le corps a fini par céder, même si la vie a été plus forte. Delon veut fixer cette idée. L'homme est resté fidèle à sa loi jusqu'au bout. Il n'a pas demandé grâce. Il n'a pas transformé sa douleur en mise en scène de faiblesse. Il a continué à marcher, à projeter, à protéger son nom. Et cela, pour Delon, mérite un respect absolu, parce qu'il sait combien il est difficile de rester soi quand on n'a plus les moyens physiques de l'être. Alors la révélation n'est pas un secret croustillant, c'est un éclairage, une clé. Johnny Hallyday, derrière le mythe, était un homme qui survivait à son passé par la fierté. Et Alain Delon, aujourd'hui, ne veut pas que cette vérité se dilue dans les hommages convenus. On pense souvent qu'un hommage clôt une histoire, qu'il met un point final. Mais chez Alain Delon, à 88 ans, l'hommage ressemble moins à une conclusion qu'à une manière de remettre de l'ordre dans le souvenir. Comme si, face au temps qui efface, il fallait choisir ce que l'on retient vraiment. Pas la façade, pas la rumeur, pas l'image polie. L'essentiel. Johnny Hallyday, aujourd'hui, est partout. Dans les chansons que l'on fredonne sans y penser, dans les archives, les stades, les émissions, les unes, dans une certaine idée de la France qui chante fort pour ne pas entendre ses propres fragilités. Pourtant, à force d'être partout, il risque aussi de devenir une silhouette, un symbole trop lisse. Delon, lui, refuse la silhouette. Il veut l'homme. Et l'homme, dans son esprit, tient en un mot, indomptable. Mais alors, que veut dire indomptable quand tout est terminé ? Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une bravade, c'est une posture intérieure qui a résisté jusqu'au bout. Johnny n'a pas été indomptable parce qu'il gagnait toujours, il a été indomptable parce qu'il refusait la soumission même quand la vie le dépassait. Il y a quelque chose de tragique et de beau dans ce refus. La dignité n'empêche pas la faim, mais elle empêche l'humiliation. Delon ne juge pas, il ne distribue pas de leçons, il sait trop bien que ces hommes-là ont souvent blessé autour d'eux. La fierté, on l'a dit, protège autant qu'elle coupe. Elle peut faire taire l'amour au moment où il faudrait le dire. Elle peut créer des distances irréparables. Et pourtant, elle est aussi ce qui a permis à Johnny de se tenir, de traverser, de se relever, de rester fidèle à l'image qu'il s'était jurée, parfois au détriment de sa paix intérieure. Dans les derniers temps, la France a vu la légende s'éteindre comme on voit une flamme qui refuse de se laisser souffler. Et l'on a entendu, dans le silence qui a suivi, une autre question. Qu'est-ce qui reste quand la voix s'arrête ? Il reste des chansons, bien sûr, des images, des souvenirs collectifs. Mais il reste aussi une manière d'être au monde, un code presque brut, vivre fort, aimer sans mesure, tenir sans demander. Delon, en rendant hommage, ne célèbre pas seulement Johnny.
Il célèbre cette part de l'homme français parfois archaïque, parfois splendide, souvent douloureuse, qui préfère mourir debout que vivre à genoux. Cette phrase, on l'a trop utilisée. Mais chez Johnny, elle n'était pas une formule, elle était une conduite. Et Delon, qui a connu le même piège de la légende, sait qu'il y a là une grandeur difficile à expliquer à ceux qui n'ont pas vécu sous ce regard permanent. Pourtant, l'épilogue n'est pas seulement une apologie de la force. Delon, à cet âge, ne peut plus se contenter des mythes. Il sait aussi que la vraie victoire, parfois, aurait été de pouvoir dire simplement « Je suis fatigué, j'ai peur, j'ai besoin ». Johnny ne l'a presque jamais dit, ou seulement en filigrane, dans des chansons, dans des gestes, dans des silences. Et Delon le respecte pour cela, sans l'idéaliser. Parce qu'il sait que c'est une forme de tragédie, être tellement fort qu'on n'a plus le droit d'être faible. Alors, quand Delon prononce le nom de Johnny, il ne le fait pas pour réveiller le passé, il le fait pour empêcher qu'on le trahisse, pour rappeler que derrière le rocker, il y avait une blessure ancienne, que derrière l'idole, il y avait une lutte, et que cette lutte, précisément, a donné au mythe sa densité. Au fond, cet hommage tardif ressemble à une poignée de main entre deux époques, deux destinées qui n'ont pas suivi la même route, mais qui ont obéi à la même loi, ne pas se laisser dompter. Delon, aujourd'hui, parle avec la lenteur de ceux qui savent que les mots sont rares. Il n'a pas besoin d'en dire trop. Il suffit d'une phrase juste pour que tout remonte. La scène, la foule, les batailles, les silences, la fatigue cachée, la dignité. Et puis, le temps reprend sa place. Il reprend toujours sa place. Il ne reste pas de morale, pas de verdict, juste une trace humaine, une vibration. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.